d'abord, on va revenir un petit peu sur ce yellow cake, c'est-à-dire le concentré d'uranium naturel qui vient des mines d'uranium et qui arrive ici, à Malvézy. C'est la matière première qui va rentrer dans cette usine. Ce concentré d'uranium vient de mines d'uranium. Ça a été dit tout à l'heure, en France, on avait 200 mines d'uranium, plus de 200 qui sont toutes arrêtées aujourd'hui. Donc il n'y a plus d'extraction d'uranium sur le sol français. Par contre, il vient d'autres pays, Niger, Canada, Kazakhstan, Namibie, etc. Je ne reviendrai pas sur la façon dont il arrive ici, puisque Laura en a parlé tout à l'heure. En 2007, selon les chiffres d'Areva, il y avait à peu près 60 convois de conteneurs de yellow cake qui arrivaient sous forme de fûts de 200 litres sur le site ici à Malvézy. Ça, c'est une photographie d'une usine de fabrication du yellow cake à partir du minerai. Le minerai d'uranium est attaqué à l'acide et c'est en fait une usine chimique qui va dissoudre l'uranium et en faire ensuite ce concentré qu'on appelle le yellow cake. Alors dès la première étape, ici à Malvézy on est sur la 2e ou 3e étape, mais la première étape, la mine d'uranium, est déjà une activité particulièrement polluante. Je vais vous en donner quelques exemples. Elle est polluante d'abord parce que lorsque le minerai d'uranium, qui est sous forme rocheuse, est sorti des carrières d'uranium ou des mines d'uranium, si c'est vraiment du minerai, il y a beaucoup d'uranium dedans et il est relativement radioactif, il est très radioactif. Il est donc trié avec des compteurs Geiger. Ce qui est très radioactif, c'est envoyé à l'usine de concentration de l'uranium. Et ce qui est un petit peu moins radioactif, c'est ce que les industriels appellent les stériles miniers. Le problème, c'est que dans ces stériles miniers, on peut avoir des concentrations en uranium qui sont 10 fois, 100 fois supérieures au niveau habituel. Ce qui fait que ces cailloux, et ça ne se voit pas à l'œil, peuvent être relativement radioactifs. Le problème, c'est qu'en France, à ces époques, il n'y avait pas de réglementation sur ces types de matériaux radioactifs qui n'étaient pas considérés comme radioactifs. Et donc, les communes, les directions départementales de l'équipement, des citoyens ont réutilisé ces roches radioactives pour emblayer des routes, des parkings, parfois comme soubassement d'une scierie, parking d'une école, etc. Sur cette photo, par exemple, qui a été prise à la frontière entre la Loire et l'Allier, c'est une scierie qui a été construite sur une plateforme faite avec ces stériles radioactifs. Nous avons fait au niveau de la CRIRAD donc des mesures dans cette scierie qui ont montré des niveaux de radioactivité par irradiation gamma très importants et aussi une accumulation de radon. C'est un gaz radioactif qui est fabriqué en permanence par l'uranium. Les travailleurs de cette scierie subissaient des doses qui étaient très largement supérieures aux limites acceptables à cause de ce gaz radioactif et on a obtenu qu'Areva finance l'enlèvement de 8000 m3 de ces remblais radioactifs. Et on se bat actuellement avec une quinzaine d'autres associations françaises au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Mines d'Uranium pour que Areva identifie et décontamine tous les sites en France, et il y en a des centaines, où on trouve ces remblais radioactifs, non seulement dans l'environnement, mais au plus près de la vie des citoyens, puisque ça peut être parfois dans des maisons, dans une scierie, dans la cour d'une ferme. Impact de ces mines d'uranium également par rapport à la production de ferraille contaminée ou de divers déchets contaminés. Cette image, elle a été prise en 2003 au Niger. Nous avions été appelés à l'aide par une association locale qui s'appelle Agirinman, une association de citoyens et de travailleurs d'ailleurs des mines d'Areva au Niger. Et même si à l'atterrissage à Niamey, nos appareils de mesure professionnels ont été confisqués à la demande d'Areva, ça nous le savons aujourd'hui, on avait des petits compteurs portatifs que les autorités n'ont pas réussi à repérer puisque ça ressemble à un téléphone. Et on a pu faire des contrôles ici sur le marché aux ferrailles à Arlit en quelques minutes puisqu'on était suivi par un 4x4 de la Somaïr, une des filiales d'Areva. Donc on est juste descendu de la voiture, on a fait quelques contrôles et on est reparti. Et en quelques minutes, on a trouvé par exemple cette ferraille, ce tuyau, en haut à droite, qui est très contaminé puisqu'on a prélevé un tout petit morceau du tartre accumulé dans ce tuyau. La radioactivité était de 240 000 becquerels par kilo en radium. C'est dire que c'est vraiment une matière vraiment très radioactive et pourtant, elle est en vente libre sur le marché aux ferrailles de la ville d'Arlit. Alors c'est d'autant plus préoccupant évidemment en Afrique puisque là les citoyens sont obligés de récupérer un maximum de choses. Vous avez en bas à droite un cabanon
une maison, disons, hein, d'un travailleur d'ailleurs, des mines qui est faite avec des fûts écrasés. Autre problème important avec les mines d'uranium, ce sont ce qu'on appelle les résidus d'extraction de l'uranium. Dans les usines, comme par exemple au Niger, le minerai est attaqué à l'acide et broyé. Le traitement chimique permet d'extraire l'uranium qui va être concentré dans le yellow cake. Mais ce qui va rester, c'est une boue qui est très radioactive, puisque si elle ne contient presque plus d'uranium, elle garde tous les descendants de l'uranium, le radium-226, le thorium-230, le radon-222, le plomb-210, le polonium-210. Le polonium-210, si vous vous souvenez, c'est la substance qui avait été utilisée pour empoisonner l'espion russe Litvinenko en Angleterre il y a quelques années. Donc tous ces éléments radioactifs sont certes d'origine naturelle, mais c'est toujours pareil, c'est une question de dose, une question de quantité. Ils sont à des concentrations dans ces matériaux et dans ces boues qui sont vraiment très importantes. L'activité totale des boues de résidus d'uranium, c'est 100 000, voire 500 000 becquerels par kilo. Alors cette image vient de France, de mémoire ça doit être 93 pour cette image. Ce sont des camions qui déversaient les boues de l'usine d'Areva, à l'époque Cogema, à Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne, dans une ancienne carrière d'uranium. Ces boues étaient transportées par camions non bâchés, donc elles tombaient sur la route, et la CRIRAD a commencé à s'intéresser à ça parce qu'une petite grand-mère qui vivait au bord de la route constatait que ces boues, qui sont en plus chimiques, hein, puisqu'il y a des résidus d'acide, attaquaient sa tapisserie, puisque ça s'infiltrait avec la pluie, et ça lui bouffait la tapisserie dans sa maison. Donc elle a prélevé un échantillon qu'elle nous a envoyé, on l'a analysé. À l'époque, on n'y connaissait rien dans ces histoires de boues radioactives, et quand on a vu les niveaux de radioactivité, on a pu lancer des études avec l'aide du Conseil régional et du Conseil général. Donc ces boues sont déversées dans l'ancienne carrière, qui n'est pas étanche, donc elles percolent dans les nappes souterraines, et Areva est obligé de pomper les eaux, de les traiter avant de les déverser dans la prairie. Comme le traitement n'est pas capable de tout enlever, les rejets contaminent la prairie en aval. C'est-à-dire que si vous promenez un compteur Geiger dans cette prairie, vous verrez que c'est vraiment radioactif, parce que c'est très difficile techniquement d'enlever tout l'uranium qui reste dans les eaux contaminées. Donc ces boues radioactives, en France, on en a 50 millions de tonnes, et on ne sait pas comment les gérer. Sur ce site, par exemple, il n'est pas confiné. À Saint-Priest-la-Prune, dans la Loire, elles sont dans un lac artificiel qui n'est pas évidemment une solution pérenne. Donc Areva étudie la possibilité de transformer ce lac artificiel en un stockage à sec. Et sur cette image, c'est pire, puisque là, c'est au Niger. Cette verse à résidus contient plus de 14 millions de tonnes de ces boues radioactives, et vous voyez qu'elles sont à l'air libre. Ça veut dire que le vent du désert déplace le radon, qui est créé en permanence, les poussières radioactives, et je ne sais pas comment Areva envisage de confiner pendant des milliers d'années un tel tonnage de boue radioactive. Je finis la parenthèse sur les mines d'uranium. Alors elle peut vous concerner, cette parenthèse, puisque en France, on a 200 anciennes mines d'uranium sur 25 départements, donc ce n'est pas un problème mineur. Maintenant, si je reviens à ce qui arrive à Malvézy, ce sont les concentrés d'uranium. Ils contiennent 70 à 75% d'uranium, ce qui fait que ça représente en termes de radioactivité plusieurs dizaines de millions de becquerels par kilo. C'est-à-dire que si vous prenez 1 kilo de yellow cake, vous avez plusieurs dizaines de millions de becquerels d'uranium et ses premiers descendants. Ça veut dire qu'à chaque seconde, plusieurs dizaines de millions d'atomes radioactifs se désintègrent et émettent divers types de particules et de radiations, alpha, bêta, gamma et neutrons. Alors les plus puissantes de ces radiations, ce sont les radiations gamma, qui sont capables de traverser les fûts métalliques et de parcourir plusieurs dizaines et centaines de mètres dans l'air. Et d'autres particules, les alpha, sont beaucoup moins, sont pas capables de se déplacer très loin. Une feuille de papier à cigarette les arrête. Donc elles ne s'échappent pas du fût tant qu'il est fermé. Par contre, dès que vous ouvrez le couvercle du fût, là, il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a un risque d'inhalation de ces poussières qui émettent des particules alpha qui sont parmi les plus dangereuses lorsqu'on les ingère ou qu'on les inhale. Un petit mot sur la désinformation que pratique couramment Areva. Pour nous, à la CRIRAD, ce qui est le plus important dans ces dossiers, c'est vraiment de rétablir une information fiable pour les citoyens.
Et c'est très important parce que Areva est vraiment très habile pour désinformer les gens. Alors je vous donne un exemple. Ça concerne la question de savoir si de la radioactivité s'échappe ou pas des fûts métalliques qui contiennent les concentrés d'uranium. Sur un film qui a été tourné en 2009 par Dominique Hennequin, cet ingénieur d'Areva dit à la caméra, au contact des fûts, vous voyez les fûts de concentrés de Yellowcake, au contact, il n'y a pas de radioactivité puisqu'il y a une feuille de métal qui garantit l'innocuité. Cette phrase est juste par rapport au rayonnement alpha. Les rayonnements alpha ne traversent pas le fût, c'est vrai. Par contre, c'est complètement faux par rapport au rayonnement gamma. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que cet homme est incompétent, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il y a émission de rayonnement gamma, c'est possible, ou est-ce qu'il ment? Mais dans les deux cas, c'est grave, parce que si lui qui est ingénieur ne sait pas ça ou fait passer un discours comme ça aux gens qui sont sous sa responsabilité, ça veut dire que ces gens ne vont pas être correctement protégés. Alors, c'est faux, évidemment, qu'il n'y a pas de radioactivité à proximité de ces fûts. Areva le sait très bien. Les chiffres que vous avez ici sont les propres chiffres d'Areva, mais qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir. Et je vous donne les taux de radiation émis à proximité de ces fûts de Yellowcake. Donc je les ai exprimés en relatif par rapport au niveau de radioactivité naturelle. Au contact des fûts de Yellowcake, niveau de radiation 50 à 120 fois plus fort que le niveau naturel qu'on aurait par exemple dans cette pièce. Au contact des camions, comme dans un camion il y a plus de fûts, c'est évidemment un peu plus radioactif, 120 à 190 fois plus de radioactivité que le niveau naturel. À 2 mètres du camion, ça va baisser un petit peu avec la distance, puisque les rayonnements gamma vont petit à petit quand même être légèrement atténués en traversant les couches d'air. Donc 12 à 47 fois plus que le niveau naturel. Et par exemple, des mesures qu'a fait l'autorité de sûreté nucléaire à Fos-sur-Mer en 2010, lors de l'arrivée d'un navire chargé de Yellowcake, 100 à 150 fois plus en taux de radiation que le niveau naturel. Et en plus, l'ASN avait découvert une contamination du bâtiment, c'est-à-dire que même après avoir déchargé les containers, il y avait une radioactivité résiduelle, donc de la poussière d'uranium à l'intérieur du navire. Dans le cas du Niger, par exemple, les camions qui transportent le Yellowcake partent d'Arlit et vont plus au sud, et sur leur trajet, il y a eu à une époque des citoyens nigériens qui s'asseyaient sur les fûts pour faire le trajet d'Arlit, faire quelques centaines de kilomètres sur la route de l'uranium, assis sur les fûts. Donc ça, normalement, aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais ça s'est fait. C'est pas étonnant que ce soit fait, puisque si l'industriel dit aux gens il n'y a pas de radioactivité qui s'échappe des fûts et que c'est ce qui est dit, y compris aux travailleurs, les travailleurs ne vont pas dire aux gens ne vous asseyez pas sur les fûts. C'est pour ça que pour nous, à la CRIRAD, c'est extrêmement important d'informer les gens, parce qu'à partir du moment où les gens sont informés, automatiquement, ils vont être mieux protégés parce qu'ils vont se protéger tout seuls. Ce transport de Yellowcake pose aussi des problèmes en cas d'accident. Il y a eu par exemple au Niger un accident avec un camion qui transportait du Yellowcake. Il y a eu plusieurs morts dans le choc, hein, c'est pas la radioactivité, là c'est le choc. Et de la poussière de Yellowcake s'est répandue sur la chaussée. Il a fallu plus d'1 mois pour que la Cominac, filiale d'Areva, décontamine complètement le bord de la route. Et une association nous a envoyé quelques échantillons du sol qu'on a analysé à Valence à la CRIRAD. Le sol était encore avec un niveau d'uranium 1000 à 10 000 fois supérieur au niveau naturel. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens soient vigilants pour s'assurer que c'est décontaminé correctement. Toujours pour revenir sur cette question de savoir si les fûts qui contiennent le concentré d'uranium sont irradiants, radioactifs ou pas. Cette image, vous reconnaissez certainement le site de Malvézy. Cette image elle date de 2003 et vous avez le parc à fûts. Vous distinguez les fûts, hein, des quantités très importantes de fûts, puisque on ne sait pas quel est le tonnage exact. À l'époque, on estimait qu'il y avait 20 000 tonnes d'uranium dans ces fûts. J'avais posé la question au directeur de la Comurex à l'époque, lors d'une réunion de la commission d'information du CLIC. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas me répondre, c'est un secret commercial. Je trouve que savoir la quantité d'uranium qui est stockée sur un site, c'est une information que la population, les riverains, devraient pouvoir connaître. Si on calcule
Et à l'époque, l'idée d'Areva, c'était de pouvoir aller jusqu'à 40 000 tonnes. Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Si vous calculez la radioactivité de 40 000 tonnes d'uranium, c'est 350 000 milliards de becquerels, rien que pour l'uranium 238. Autrement dit, il y a une quantité colossale de radioactivité qui est entreposée en permanence sur le parc à fûts de Malvézy. Alors, à l'époque, en 2006, j'étais intervenu à Malvézy en soutien à un ancien travailleur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Michel Leclerc, et il avait été, et qui est malade hein, du fait de ses activités en tant que sous-traitant sur le site de Malvézy. Et on était intervenu en accord avec les avocats pour visiter avec lui l'usine et poser des questions à la Comurex. L'accès finalement m'a été interdit, donc j'ai profité du temps libre pour aller faire quelques mesures avec un appareil de mesure de radioactivité à proximité du site. Et c'est là que par hasard j'ai rencontré Sandrine Camps qui habitait à l'époque avec son mari Guy Montagne une maison qui est juste à côté de l'usine de Malvézy. Donc on a fait des mesures ensemble en septembre 2006 et on a découvert, alors vous avez ici le parc à fûts entouré en jaune. Donc ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait une radioactivité très importante sur le chemin qui longe le parc à fûts et qui conduit à la maison. Donc là, vous voyez, c'est les images des mesures qui sont faites avec un scintillomètre qui donnent des résultats en coups par seconde. Vous voyez au loin les fûts. Alors évidemment, la radioactivité sur le chemin va dépendre de plusieurs paramètres et en particulier de la distance entre les fûts et le chemin. Dans ce cas précis, la radioactivité va être moins forte qu'à d'autres endroits où les fûts sont beaucoup plus proches du chemin. Les fûts qu'on voit là sont probablement des fûts de concentré d'uranium, alors que ceux que l'on voit là sont probablement des fûts remplis de sable pour essayer d'arrêter un peu la radiation émise par les vrais fûts qui sont de l'autre côté. Donc ce qu'on a découvert, si on considère un niveau de radioactivité naturelle dans la région qui est de l'ordre de 50 à 80 coups par seconde avec cet appareil, du côté clôture, en allant vers la maison de cette famille, on avait plus de 700 coups par seconde, c'est-à-dire plus de 10 fois le niveau naturel de 50 coups par seconde. Devant la boîte aux lettres de la famille, 430 coups par seconde, à comparer à 50. Sur la table du jardin, là où on a fait la conférence de presse, 180 coups par seconde, c'est toujours pas le niveau naturel. En clair, la radioactivité émise par ces fûts atteint la propriété de la famille. Et en fait, on s'est aperçu, en faisant d'autres mesures, qu'on enregistrait toujours une radioactivité anormale à plus de 280 mètres perpendiculairement à la clôture. Souvenez-vous de ce que disait l'ingénieur d'Areva au Niger, il n'y a pas de radioactivité qui s'en échappe. Non seulement il y en a, mais elle est tellement forte qu'on la détecte à 280 mètres de la clôture. Alors il faut penser aux travailleurs, hein, parce que eux, ils sont au plus près de ces fûts. J'ai vu des images de pompiers qui font un exercice de secours aux blessés à côté du parc à fûts, ils sont à côté des fûts. Je ne sais pas s'ils savent qu'ils reçoivent, pendant qu'ils font l'exercice, un rayonnement qui émane de ces fûts. Ce qui nous a frappé, c'est encore une fois la désinformation. Sur ce tableau, vous avez les mesures officielles que présentait à l'époque Comurex en réunion de comité d'information du 25 novembre 2005. Ça, c'est avant que la CRIRAD fasse des mesures. Dans ce tableau, vous avez le taux de radiation, le débit d'équivalent de dose, en nanosieverts par heure. Alors, on se moque des unités, hein. Ce qui est important, c'est l'essentiel, c'est que vous ne voyez que des zéros. C'est-à-dire, quelle que soit la date, mai, juin, juillet, et quel que soit le point de la clôture, ce sont que des zéros. Donc, qu'est-ce que vont comprendre les citoyens qui participent à ces réunions? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vont comprendre les autorités? Ils vont comprendre qu'il n'y a pas de radioactivité à la clôture. Suite aux mesures que nous avons faites, à la publicité qui en a été donnée par les médias, voilà le nouveau tableau que présentera Areva à la CLI d'octobre 2006, c'est-à-dire après nos mesures. Qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau? Vous avez le taux de radiation en nanosieverts par heure. La limite, c'est le trait rouge. Et vous voyez que pour certains capteurs, près du lampadaire 22, près du lampadaire 31, il y a effectivement un niveau de radioactivité qui est bien supérieur à la normale et qui pourrait conduire, si quelqu'un y passait toute l'année,
à dépasser la barre rouge, c'est-à-dire à dépasser la dose maximale annuelle admissible. Et pour quelqu'un qui y passerait, ce qui est plus raisonnable, 2000 heures par an, on serait quand même, d'après les propres calculs d'Areva, à 0,26 millisieverts par an, c'est-à-dire, disons, un quart de la dose maximale annuelle admissible. En clair, non seulement il y a bien une radioactivité, mais elle est loin d'être négligeable, elle pourrait même être inacceptable si on passait trop de temps à la clôture. Mais vous voyez l'importance qu'il y a à faire des contrôles indépendants, parce que s'il n'y a personne, si vous n'avez pas d'appareil de mesure, Areva, en tout cas à l'époque, vous dit qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de radioactivité dans l'environnement du site. Donc ce que nous avons demandé à l'époque, en réunion du CLIC, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que les fûts soient éloignés du chemin et éloignés de l'endroit où vivait la famille Camps. Améliorer la barrière biologique, c'est-à-dire mettre plus de matériaux non radioactifs entre les fûts et l'environnement. Limiter la quantité d'uranium entreposé, puisque moins il y aura d'uranium entreposé, moins il y aura de radioactivité quand même dans l'environnement. Améliorer les contrôles, parce qu'à notre connaissance, à l'époque, il n'y avait pas de mesure du taux d'émission de neutrons. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a eu depuis. Il y a des mesures du rayonnement gamma, mais j'aimerais bien qu'il y ait des mesures du niveau de neutrons, parce que même si ce n'est pas de l'uranium enrichi, il y a une fission spontanée de l'uranium qui fait qu'il y a probablement en plus une émission de neutrons. On a attiré l'attention aussi sur les risques, là c'est plutôt une question de sécurité, de sûreté, les risques en cas d'accident. Qu'est-ce qui se passerait si un avion se crache sur le parc à fûts? Les fûts sont à l'air libre. Qu'est-ce qui se passe si un terroriste tire avec un bazooka sur le parc à fûts? Qu'est-ce qui se passe si un camion vient percuter à grande vitesse le parc à fûts? C'est pas bétonné, c'est pas dans un hangar bétonné, c'est juste comme ça à l'air libre. Donc vu la quantité de radioactivité qui est entreposée, pour nous là c'est absolument anormal que ces fûts soient simplement des bidons en fer posés comme ça à l'air libre. En effet, cet uranium est radioactif et il est très radiotoxique. Il suffirait d'inhaler quelques milligrammes à quelques dizaines de milligrammes de cette poussière d'uranium pour qu'on dépasse les doses maximales admissibles et qu'on ait un risque de cancer inacceptable. Il y a également des risques par rapport à l'ingestion, c'est-à-dire que si cet uranium est répandu dans l'environnement, qu'il y a vraiment de la poussière qui s'en échappe de façon massive, elle va retomber sur les cultures, donc il va y avoir des risques liés à l'ingestion. Ces risques, je vous le disais tout à l'heure, sont particulièrement importants par rapport à l'inhalation, et les études qui ont été faites à l'époque, les études officielles, montrent que parmi les travailleurs de l'usine de Malvézy, les plus exposés, ceux qui ont les doses les plus fortes, c'est ceux qui ouvrent le couvercle, qui ouvrent le fût pour commencer les échantillonnages. D'ailleurs, Areva investit actuellement pour améliorer le confinement de l'atelier où est effectuée cette opération, qui est particulièrement à risque, puisque là, la poussière d'uranium peut évidemment s'échapper de ces fûts. Alors, par rapport à ce discours qu'on a tenu, à cette alerte qu'on a essayé de lancer, la position du directeur Comurex à l'époque, c'était d'ailleurs comme d'habitude, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque, on est conforme à la réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on continue à venir ici de temps en temps quand on le peut. Merci d'ailleurs au réseau Sortir du nucléaire de nous avoir invités, pour essayer de quand même répéter la même chose. C'est un peu fatigant, mais de façon à ce que la situation s'améliore. Alors dans ce processus de répéter la même chose, lorsque je suis revenu ici en janvier 2014, j'ai refait des mesures avec le même appareil qu'en 2006, à la clôture du site, et qui a fait l'objet d'une petite vidéo qu'on a mise sur notre chaîne YouTube. Alors je vous la fais voir rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vue. L'appareil qui est utilisé, c'est un scintillomètre. C'est un appareil qui mesure le rayonnement gamma, donc en coups par seconde. De Malvézy, pour l'instant sur la route goudronnée, la route principale. Le niveau de rayonnement gamma, pour l'instant, est normal, c'est-à-dire entre 50 et 60 coups par seconde, c'est-à-dire la même valeur que ce que nous avions au centre-ville de Narbonne. Là, on a une petite augmentation du niveau de rayonnement. On approche maintenant du site industriel. On ressent
sent une légère augmentation puisqu'on a passé les 60 coups par seconde. Pour l'instant, c'est pas forcément très significatif. 75 coups par seconde. 89, 90. Là, nous sommes à l'entrée principale du site. On distingue le portail principal avec une augmentation nette. Donc là, vous voyez bien les fûts. On est à 100, 110, 130, 170, 180. Il faut bien comprendre que 200, ça passe à travers les vitres du véhicule. Hein. Les rayonnements gamma sont très, très pénétrants. 260, 400, 500, 600. Alors, il faut comprendre aussi que les rayonnements gamma vont être diffusés par l'air, c'est-à-dire que 900, il y a une partie qui passe à travers les fûts de sable ou de béton, 1100, mais il y a une partie aussi qui passe par-dessus, c'est-à-dire que ces rayons gamma vont dans l'air, ils sont réfléchis et diffusés et ils redescendent. Donc même si vous créez une barrière, si cette barrière ne va pas jusqu'au ciel, vous ne pouvez pas complètement stopper ce rayonnement gamma qui est vraiment extrêmement puissant. Alors, moi, ce qui me choque personnellement toujours, c'est de voir la désinformation. C'est-à-dire que par rapport à ces mesures, qui montrent une réalité qui est connue, mais alors pour nous en tout cas depuis au moins 2006, la position du directeur actuel d'Areva, d'après en tout cas la citation qui est rapportée dans le magazine 21, qui est sorti il y a quelques jours, le directeur du site aurait dit, en parlant de cette vidéo, c'est une mise en scène. Le truc est simple, il suffit d'augmenter la sensibilité de l'instrument de mesure et voilà. Alors, c'est vrai, un compteur Gégère, on peut lui faire bip bip ou pas bip bip selon le réglage, ça c'est tout à fait vrai. Mais par contre, ce qui est tout à fait vrai aussi, c'est que la radioactivité à l'intérieur de la voiture, devant le parc à fûts, vous l'avez vu, elle passe de 50 niveaux naturels à plus de 1000. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité, Areva la connaît, puisque leurs propres mesures montrent, vous l'avez vu tout à l'heure, qu'il y a un taux de radiation, effectivement, qui est très important à la clôture. Alors pourquoi continuer à désinformer les gens? Pourquoi ne pas dire tout simplement, oui, c'est vrai, il y a de la radioactivité dans l'environnement. Alors elle est peut-être dans certaines normes, ça c'est une autre discussion, mais d'abord, il faut reconnaître la réalité. Oui, il y a malheureusement une radioactivité à la clôture. Et dans l'enquête de la journaliste Viviane Thivan, dans le magazine 21, elle cite Émilie Donte, chargée de communication Areva, qui aurait dit « On ne voit pas l'unité de mesure que ce monsieur utilise » et elle aurait brandi en guise de preuve son dosimètre qui aurait affiché 0 microsievert. Alors, si vous utilisez un dosimètre et qu'il n'est pas très sensible et que vous ne le laissez pas longtemps, vous pouvez très bien effectivement lire 0 microsievert. Mais ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de radioactivité à la clôture. Alors justement, voilà les valeurs en fait officielles de Areva. Elles sont publiées dans leur rapport environnemental annuel. Donc là, c'est le rapport de 2013 qui est accessible sur le site web d'Areva. Vous avez la dose ajoutée en limite de site, c'est-à-dire la dose que subissent les gens qui sont au-delà de la clôture du site. Cette dose est exprimée en millisieverts par an, petit m SV. Donc le millisievert, c'est l'unité de dose de radiation subie par le corps humain. La dose maximale annuelle admissible, c'est 1 millisievert par an, en plus de la radioactivité naturelle. C'est pour ça qu'est introduite la notion de radioactivité ajoutée par une installation nucléaire. C'est la part artificielle en quelque sorte que rajoute cette installation. Alors la dose maximale annuelle admissible, c'est 1 millisievert par an, toutes les doses ayant été calculées, c'est-à-dire l'irradiation externe, celle que vous subissez quand vous vous approchez des fûts par exemple, mais aussi la dose liée à l'inhalation, mais aussi la dose liée à l'ingestion, et pour toutes les substances radioactives, l'uranium, le radon, le plutonium. Il faut prendre en compte tout, et c'est la somme de toutes ces composantes
qui doit être comparé à 1 millisievert par an. Si vous êtes au-dessus d'1 millisievert par an, le risque de cancer est jugé inacceptable par la Commission internationale de protection radiologique. Et si vous êtes en dessous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, puisque le risque est proportionnel à la dose. Il n'y a pas de seuil d'innocuité. Même 0,2 millisievert, ça présente un risque. Et ce risque va être d'autant plus important que la dose est importante. Alors, vous voyez bien qu'il y a une radioactivité à la clôture, puisque le calcul que fait Areva pour des personnes qui resteraient 2000 heures par an à la clôture, c'était 0,4 millisievert en 2011, 0,47 en 2012 et 0,72 en 2013. Ça veut dire qu'apparemment, bon, non seulement il y a de la radioactivité, non seulement elle n'est pas négligeable, elle atteint presque le seuil de l'inacceptable, et en plus elle est en train d'augmenter. Donc on ne peut pas dire, le directeur de l'usine ne peut pas dire ce monsieur fait n'importe quoi pour faire le malin avec son petit appareil. C'est pas vrai. Il y a vraiment une radioactivité non négligeable à la clôture. Et retenez le dernier chiffre, 0,7 millisievert par an. Gardez-le en mémoire, ce chiffre. Maintenant, dans le même document, le rapport Areva de 2013, vous avez un chapitre sur l'impact dosimétrique, c'est-à-dire l'impact en termes de dose de radiation subie par les riverains. J'ai recopié exactement les phrases. L'impact dosimétrique sur les groupes de référence du site. Les groupes de référence, c'est les gens qui sont potentiellement les plus exposés parce qu'ils vivent plus près ou parce qu'ils consomment plus de légumes produits localement. L'impact dosimétrique établi pour les groupes de référence à partir des valeurs mesurées des rejets gazeux, des rejets liquides, et de l'exposition en limite de clôture. Moi, je comprends, l'exposition en limite de clôture, c'est la radiation justement qu'on a mesurée dans l'environnement du site. Cet impact dosimétrique maximum calculé est de l'ordre de 0,025 millisievert. Alors, 0,025 millisievert, c'est censé être l'impact, si je comprends bien, l'impact maximum calculé, en prenant les rejets à l'atmosphère, les rejets liquides et l'irradiation. Or, vous avez vu dans le même tableau d'Areva tout à l'heure que rien que la composante à la clôture, elle était de 0,7 millisievert par an, c'est-à-dire 720 microsieverts par an. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait compréhensible dans ce document. C'est pour ça que, alors d'un côté, Areva vous dit l'impact pour les riverains, il est de 0,025 millisievert, mais de l'autre, dans le même document, rien que la dose par l'irradiation externe est de 0,72 millisievert. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement il est important de faire des mesures soi-même, des mesures indépendantes, mais il est important aussi d'analyser les documents officiels et de pouvoir poser des questions. J'espère d'ailleurs que dans la salle, il y a des représentants d'Areva pour que dans la partie débat, on puisse justement discuter de chacun des points qu'on est en train de soulever.